Tout de suite, magazine. Prise en charge des enseignants en République démocratique du Congo, comment faire face aux difficultés, comment relever cet immense défi? C'est justement la thématique d'aujourd'hui autour de ce plateau spécial qui réunit des brillants cerveaux avec qui nous aurons le plaisir et le bonheur de faire, justement, comme j'aime bien le dire, une autopsie de ce sous-secteur de l'éducation qui est le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Un casting exceptionnel encore aujourd'hui. À ma droite, Guy Chungu, vous êtes, je rappelle, expert en communication, expert surtout sur des questions liées au secteur de l'éducation en général. Vous êtes également directeur chef des services ici au sein de la radio-télévision thématique de l'éducation. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Ravi de vous avoir. Jean-Luc Mushimpako, divisionnaire au sein de la RT Éduc, expert en communication, expert également sur des questions liées au secteur de l'éducation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Amigo Sakasaka, syndicaliste, expert en communication, chef de bureau ici au sein du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, précisément dans son service de la radio-télévision thématique de l'éducation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de vous avoir. Allez, pour finir la présentation de ce casting, nous avons l'immense bonheur de recevoir encore aujourd'hui Méliès Ndelo, syndicaliste, expert en communication, professionnel de la Craie Blanche, mais également, vous faites partie du comité élu de l'Union nationale de la presse du Congo. Je suis flatté. Très bien, ravi de vous avoir aujourd'hui. Avec vous, nous allons parler autour de la paye des enseignants. Nous rêvons tous d'avoir une tranquillité parfaite et cette tranquillité ne peut passer impérativement que sur une prise en charge effective. Guy Chungu, nous commençons par vous. Nous aimerions comprendre les circuits de la paye, parce que cette question taraude énormément d'esprit. Quel est le ministère qui paye les enseignants? Et si c'est un circuit, comment ça se passe? Ça va d'où pour atterrir dans le compte des enseignants? Comment ça se passe? Merci beaucoup. J'aimerais ici expliquer la chaîne de dépenses, si je comprends bien. Bien évidemment. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ne paye pas les enseignants. Il y a une direction au sein de ce ministère qui s'appelle DINACOPé, qui s'organise à la préparation, au contrôle, la préparation de la paie des enseignants, la DINACOPé. Donc le ministère de l'Éducation nationale ne fait que préparer la paie. Sur ce point, on est d'accord. Alors, les interventions se font au niveau, je dirais, ce sont des interventions transversales qui se font au niveau du ministère du Budget, mais aussi au niveau du ministère des Finances. Mais pour parler de la rémunération, je pense que tout se prépare au niveau du budget et des finances. Il y a la DIRPAY qui s'organise un peu autour, et puis il y a les listings qui sont envoyés au niveau du ministère du Budget, ensuite ils sont envoyés au ministère de Finances pour, comment dire, la paye effective. Ce sont les différentes étapes qui interviennent avant de se retrouver devant un guichet. Pour percevoir son salaire, par exemple. Alors, Jean-Luc Mushimpako, avant d'avancer, nous devons faire un état de lieu de la paye des enseignants en République démocratique du Congo, avant de parler des différents défis, difficultés également, qui se pointent devant chaque enseignant que vous êtes. Faisons un état de lieu de la paye en RDC des enseignants. L'état des lieux que nous pouvons faire, nous pouvons y aller d'une manière transversale. Il y a d'une part les enseignants assis, ceux des bureaux gestionnaires et des services centraux, qui sont principalement dans les grands centres, dont ils sont légèrement représentés dans les coins reculés de la République, pour qui, à mon sens, peut-être, à part les revendications liées à la hauteur de l'enveloppe qu'ils gagnent, sont quand même payés dans des circuits un peu normaux. Mais il y a d'autre part les enseignants au sens naturel du terme, les enseignants des bouclés en main, qui, eux, ne sont pas que dans les centres urbains, mais ils sont répandus à travers la République, les coins et recoins de la République. Par exemple, quand vous allez dans mon village, Lupata, à près de 2500 km d'ici, vous trouvez des enseignants
qui ne connaissent même pas Kinshasa, certains ont du mal à y arriver, peut-être ils mourront sans y arriver, mais qui sont payés là-bas, mais avec une décision qui vient de Kinshasa. Mais l'état des lieux, c'est que ces enseignants-là, pas seulement ceux qui sont dans mon village, mais dans d'autres villages de la République, on peut parler de Yayama, à la bifurcation entre les provinces orientales, Équateur, et la province du Kasaï par le Sankourou, vous trouverez là-bas les enseignants pour qui la paye est devenue un parcours. Toucher son salaire en main, c'est devenu pratiquement un parcours de combattant. Parce que non seulement ils attendent, ils ne savent pas quand est-ce que ça arrive, mais ils sont soumis aux caprices des agents payeurs. Les agents payeurs que notre République, notre gouvernement, le gouvernement de la République a recrutés, qui sont notamment les banques payeuses, autres organisations ou services financiers qui sont au niveau de notre République. Je vous donnerai un cas précis, un exemple qui n'est vraiment pas une anecdote, mais qui est une réalité. Je me trouve autour des années 2018-2017 sur la route Kamina, la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, vers le territoire, le chef-lieu, la cité de Malembankoulou, qui est chef-lieu du territoire du même nom. C'est autour de 205 à 265 km, avec une route qui est à l'état pur et compréhensif des infrastructures routières de notre République, où vous trouvez un véhicule, des agents payeurs, une banque, si vous me permettez, je vais citer les noms, mais si vous ne non, le mais permettez pas, on ne va pas pointer du doigt une banque en particulier. Je trouve sur la route, je suis dans un véhicule qui a fait pratiquement une semaine pour arriver sur le lieu, mais moi quand j'arrive, je trouve un véhicule avec l'argent des enseignants, avec des convoyeurs militaires et des agents payeurs, le personnel de la banque qui est chargé de la paie, qui ont déjà fait 4 jours en cours de route sur ce lieu-là parce qu'ils avaient une panne. Oui, ils avaient une panne de pompe d'injection du véhicule qui les a menés pour payer. Et c'est pratiquement en pleine forêt où ils ne savent pas qui vient, qui rentre. Très bien. À cette étape-là, les enseignants, de là où ils vont pour payer, sont en train d'attendre leur salaire. Certains ont des engagements auxquels ils n'ont pas encore répondu. Ils attendent les salaires, mais ils font une semaine sur la route. Au moment où, à Kinshasa, nous aurons déjà été payés parce que vous verrez que les systèmes éducatifs, avec son système de paie, c'est autour du 18 au 20, ou plus tard le 22 ou le 25, où les gens sont déjà payés. Mais quand vous les retrouvez au 15 du mois prochain, et ils sont encore en cours de route en train d'aller payer, vous trouverez qu'il y a des problèmes. C'est un peu le tableau sur 2 pistes que je vous présente de l'état des lieux de la paie aujourd'hui dans notre pays. Amigo Sakasaka, est-ce que les banques payeuses aujourd'hui en République démocratique du Congo jouent pleinement leur rôle? Bon, dire jouent pleinement leur rôle avec le tableau que Jean-Luc Mouchimpako vient de présenter, on peut dire non. Parce que si vous allez pour payer les gens et que votre véhicule a un problème de pompe et qui fait 4 jours sur la route, c'est pas aux enseignants. La faute n'incombe pas aux enseignants. Donc c'est à la banque de prendre des dispositions pour faire parvenir cet argent. Donc, que fait l'État pendant que quelqu'un devait percevoir son salaire? Jean-Luc Mouchimpako l'a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui devait percevoir son salaire entre le 18 et le 20, mais vous êtes au 15 du mois prochain, la personne n'a toujours pas touché son salaire. Que fait l'État dans tout ça? Vous savez, la RDC est un pays continent. Les ministères de l'Éducation, c'est plus de 600 000 enseignants, agents, plus de 600 000 le personnel. C'est au-delà de 600 000, je crois même qu'on est au-delà de 700 000, et éparpillés à travers toute la République, parce qu'on trouve les écoles dans tous les coins de la République. Et la situation actuelle du pays avec les infrastructures, il y a des coins pour atteindre, c'est un peu compliqué. La volonté y est, on veut bien payer les enseignants à temps, mais il y a des infrastructures qui posent problème. Nous n'avons pas des aérodromes ou des aéroports un peu partout. Les routes sont impraticables. Les banques aussi font face à ces difficultés-là pour faire parvenir l'argent à temps. Méliès Ndelo, pas de solution. Comme a dit Amigo Sakasaka, on fait face, on n'a pas le choix, on se contente de cela. Où pensez-vous qu'il y a des solutions palliatives qu'on peut proposer à l'État aujourd'hui pour pouvoir permettre à ces enseignants, particulièrement de l'arrière-pays, de percevoir leur salaire à temps?
Merci beaucoup. Permettez-moi de faire une marche en arrière. Déjà, il faut préciser, il n'y a pas plus de 700 000 enseignants pris en charge, c'est 690 011 enseignants. Donc, c'est pas plus de 700 000. Il a parlé de 600 000. Il a parlé de 600 000. Non, Il a parlé de plus de 600 000. Plus de 700 000. Non, il a dit 600 000. Plus de 600 000. 600 000, je les sécurise. Plus de 600 000. 690 000. Plus de 600 000. Je les sécurise. Plus de 600 000. Ça commence bien. Alors, lorsque vous parlez bien évidemment de cette thématique de la prise en charge des enseignants, alors c'est un thème qui doit secouer les cocotiers à mon humble avis. Parce qu'on parle ici de la prise en charge des pères de famille, des enseignants. Première des choses, c'est au niveau d'abord comme problème, quand on parle de difficulté, on doit déjà faire un dessin d'un arbre à problème avant de définir l'arbre à stratégie et l'arbre à solution. Alors, concernant l'arbre à problème, c'est d'abord au niveau du recrutement. J'ai avec moi tout un tas de documents. Je peux commencer en 2010 avec à l'époque son excellence Maker Mwangou. Il y a la lettre numéro MINEPST bar SP bar CABMIN bar 0455 de 2010 qui interdit les recrutements. Déjà depuis 2010, on interdit les recrutements. N'engagez pas les enseignants. S'il vous plaît, je parle. Non, il n'a rien dit. Après Il n'a rien dit 2010, du tout. tous les ministres qui se sont succédés, parlons du plus récent qui vient de partir, le ministre Tony Mwaba, il a aussi fait une circulaire pour interdire les recrutements, de ne plus engager les enseignants. Ni au niveau des comme on utilise ici le jargon, enseignants debout, ni au niveau des bureaux gestionnaires. On est interdit. Parce que c'est en violation, bien évidemment, de l'article 9, qui dit ceci. Mais lorsque tout recrutement organisé en violation des dispositions de la présente, donc ça veut dire la loi numéro 16/013, est de nul effet. Avant de recruter, il faudrait que ces postes soient budgétairement prévus. Alors, allons dans un cas d'espèce pratique. Oui, où nous avons l'argent. Mais l'argent n'arrive pas à parvenir dans l'arrière-pays. Permettez-moi Comment on fait de parachever. Alors, nous avons cette difficulté de la paye des enseignants, surtout pour ceux qui sont dans l'arrière-pays. À mon humble avis, il faudrait faire passer, c'est marié bien évidemment aux évolutions du NTIC. Aujourd'hui, nous avons les mobile money, tout ça. On peut soit, ce sont des probabilités parce que nous réfléchissons à haute voix, on peut soit recourir aux voies de paiement par mobile money, mais avant cela, la plupart des gens qui sont dans l'arrière-province ne sont pas vraiment informés, bon, pour ne pas parler de cultiver, en ce qui concerne les nouvelles technologies dans l'informatique, apprendre comment faire les retraits, et puis il n'y a pas vraiment, surtout au niveau des villages, là je parle au niveau des secteurs, mais au niveau des villages, il n'y a pas vraiment assez d'endroits pour faire par exemple le retrait. Si on ne peut pas recourir aux voies de mobile money, on peut aussi recourir aux voies de comptables publics de l'État. Raison pour laquelle lorsque vous lisez le compte rendu du 14 octobre 2023, d'ailleurs c'était le ministre Tony Mwaba qui avait proposé cela, page numéro 11, j'ai le document avec moi. Autant de précision. Hein. Il a proposé, autant de précision. Dans le compte rendu du 13 octobre, j'ai précisé ici 2023. Attention à une désinformation. J'en ai ici. On va vérifier. J'en ai ici. On va vérifier. L'âme du droit repose au niveau de la preuve. J'ai le document avec moi. Alors, il a proposé lui-même que nous puissions confier la paye des enseignants pour, on précise ici, des enseignants qui se retrouvent dans des zones à accès difficile. Voilà. Je précise. Qu'on puisse donner cela à la compétence, bien évidemment, des comptables publics de l'État. Parce que lorsqu'on a lancé la bancarisation 2011-2012, si j'ai une bonne mémoire, il y avait maintenant ces problèmes-là, les problèmes de l'accès. Alors, on peut recourir aux comptables publics de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignants qui doivent quitter des villages pour se retrouver dans le territoire pour toucher à la paye. Alors, si vous prenez la distance entre les villages jusqu'au territoire, c'est une longue distance et nous avions connu beaucoup de cas de décès. Je soutenais personnellement cette initiative-là. Malheureusement, la personne qui avait proposé lui-même s'est dit à la fin du conseil de ministre. On va prendre une réaction. Une réaction à chaud. Allons un peu à la genèse. À la genèse par rapport à la prise en charge des enseignants. Nous nous sommes retrouvés bien évidemment dans ce pays. Parce que ce qu'il explique et ce qu'il donne comme argument, attribuant ça au ministre Tony Mwaba, qui est sorti de notre ministère, c'est en fait quoi? Je vais l'expliquer. Mon père à Anna était un agent payeur. À l'époque, avant les années de la bancarisation ou de la vulgarisation du système bancaire dans notre pays,
Il y avait des systèmes tels que, moi, je suis né d'un père enseignant, qui, au grade les plus élevés, il était devenu ce qu'on appelle le conseiller d'enseignement, ou encore il était directeur avant. C'est-à-dire, vous prenez l'argent à Kinshasa. Nous avions des directions provinciales de la Banque centrale, dans les chefs-lieux de ce qu'on appelait à l'époque districts, où tous les enseignants du district, donc venus des territoires du district, je prends le cas de mon district à l'époque où mon père a œuvré comme cela, il quitte mon territoire de Kanyama par véhicule. Il vient, il arrive à Kamina, à la direction de la Banque centrale. Ça fait à peu près combien de kilomètres? Ça fait à peu près 200 à 250 kilomètres. Et là, il est reconnu avec un document qui lui donne le droit de récupérer l'argent. Il est en train de dresser un tableau. C'est pas ça le problème. Il n'y a pas péché à prendre un exemple. Il n'y a pas péché. Il n'y a pas péché. Il n'y a pas péché à utiliser un exemple. Il n'y a pas péché. Je les sécurise. C'était une réaction. Allez-y, 30 secondes. On doit avoir le matériel didactique probant. Parlez de votre père. On arrive au niveau du chef-lieu du district. Il va à la Banque centrale, il retire l'argent comptant. Il l'a soit dans les sacs, soit dans une valise, soit dans une malle. Il le prend avec un véhicule encore. Et il fait le même parcours. 200 km, donc 400 km aller-retour. Oui, il fait le même parcours, il arrive au chef-lieu du territoire. Les enseignants et les responsables des enseignants de chaque coin du territoire viennent auprès de lui et aussi signent les documents et prennent l'argent comptant. Ils vont avec dans chaque coin et dans les écoles. Attendez, maintenant je vais vous relever le problème qui se pose. Ce problème-là, c'est le même que celui que nous connaissons aujourd'hui avec les banques. Pourquoi nous avons des problèmes avec les banques? Permettez-moi, donnez-moi un peu de temps. Lors du lancement de la bancarisation, le gouvernement de la République s'est vu en face d'un déficit du nombre de banques ou des banques payeuses qui devaient prendre en charge les enseignants. Et toutes les banques qui se sont présentées à Kinshasa, il y avait entre autres conditions le taux d'implantation de la banque sur l'étendue du territoire national. Est-ce qu'on a tenu compte de cela avant d'attribuer tel ou tel autre contrat à des banques? Je crains que non. Parce que récemment, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale, elle a écrit une lettre à son collègue, au ministre des Finances et du Budget, pour essayer d'évaluer les systèmes de paye des enseignants. Très bien, on va y arriver. Je reviens vers vous. Problème à ces niveaux-là. Je reviens vers vous. Guy Chungo. Méliès Ndelo a parlé tout à l'heure d'un aspect assez important. Il a dit remettre la responsabilité de la paye des enseignants au comptable public de l'État. Est-ce que nous ne risquons pas de tomber encore dans le phénomène... J'ai évoqué la proposition des ministres sortants. Très bien. Est-ce que nous ne risquons pas de tomber encore dans le phénomène Maboko Bank? Déjà, en remettant la paye entre le maître du comptable, c'est ça justement le phénomène. Avec tout le problème qui avait suivi. Oui, c'est ça. Moi, je pense que nous devons évoluer un tout petit peu. La disposition ou la décision évoquée par Méliès Ndelo a été renchérie avec une précision importante. Et on a de ces zones assez difficiles où la bancarisation n'est pas passée. Aujourd'hui, moi, je l'ai toujours dit haut et fort que la bancarisation a été prématurée. Il fallait attendre encore un peu. On aurait dû renforcer cette réforme pour qu'il y ait une couverture assez large. Mais on a quand même des structures qui deviennent un tout petit peu, je dirais, qui ont une sorte de monopole lorsqu'il s'agit d'assurer la paye des enseignants. Et la plupart de ces structures se retrouvent frappées par une sorte de faiblesse. Parce que je n'aurais pas cité certaines ici. Et quelles sont ces faiblesses? Vous allez suivre mon regard que, voilà, on ne tient plus compte de certaines réalités comme difficultés évoquées par Jean-Luc Mushimpako, notamment le trajet, les infrastructures. Il y a des enseignants qui peuvent se permettre de quitter leur village 200, 300 kilomètres, faire autant de kilomètres, arriver, l'agent payeur n'est pas encore arrivé ou l'argent vous devez subir le caprice d'un individu pour percevoir son salaire. Vous êtes obligé, et je pense que vous êtes obligé de me poser une question, en même temps vous répondez, c'est compliqué. Et donc vous êtes là, vous attendez 2 jours, entre-temps la salle reste vide.
Et 2 jours après, c'est l'argent qui arrive. Encore qu'il faut faire la file pour être servi. Ça fera 3 jours. Vous ne savez où dormir. Et au-delà de ça, il y avait un autre aspect. On parle de la retenue. Il y avait une retenue qui se faisait avec la bancarisation. C'est ça ma plus grande crainte. Lorsque ces agents arrivaient, bon, respectant un peu le schéma présenté par Jean-Luc Mushimpako, tous ces agents qui arrivaient, en tout cas, selon les informations mises en notre possession, retenaient quelque chose à la source aux enseignants. Et un enseignant qui touche ce que Méliès pourra vous dire clairement ici, à moins qu'ils ne veulent pas... Prenons un exemple, prenons un autre exemple. Mon regard, ce que touche un enseignant, vous défalquez encore un petit rien, son retour, il faut enlever un petit rien, il arrive là-bas, il doit... comment dire, gérer ou nouer les 2 bouts du mois, c'est à peine suffisant pour un enseignant. Et donc, tout ceci, la solution, je dirais, adéquate aurait été la bancarisation, si seulement aussi on retrouvait les banques ci et là. Qu'est-ce qu'on peut faire présentement? Nous avons une situation la qui meilleure des solutions, c'est ce que Mushimpako, je l'ai cité 3 fois, a amorcé dans ses dires, c'est notamment de réévaluer les accords signés avec les banques. Comment une banque qui sait, en tout cas, en toute conscience, je n'existe qu'à Kinshasa, mais qui va se permettre de signer un accord pour payer à Matadi? Comment vous allez le faire? En connaissant des banques qui ont commencé par Lubumbashi, derrière le marché gagné, ils se sont retrouvés aujourd'hui avec de marchés ci et là, sans pour autant avoir une extension. Le gouvernement, et ça, de fois qu'on va creuser un tout petit peu pourquoi il a gagné le marché, il y a des histoires de rétrocommissions. Il y a même plus que ça, je ne me permets pas de le dire ici, qui aujourd'hui devrait être indexé dans la responsabilité d'affectation de fonds vers ces banques. Est-ce la Banque centrale? Est-ce le budget? Est-ce le finance? Est-ce la Dinakopé? Question mark. Mais moi, je me dis ici, la ministre a bien fait de prendre cette décision pour qu'une commission soit mise en place afin de réévaluer ces accords. Un enseignant qui doit enseigner de lundi à vendredi, qui doit peut-être faire 2 gonds avec les élèves, il n'a pas le temps d'aller dans une banque. Est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir sur la création des banques à placer dans les provinces éducationnelles, par exemple? Prenons la globalité du pays. Placer dans certaines écoles pour pouvoir permettre à ces enseignants d'entrer en possession de ce qui leur revient de droit. Oui, c'est une idée à exploiter. Il faut réfléchir suffisamment sur la faisabilité de ce que vous venez de dire. Mais aujourd'hui, on doit faire face à nos réalités. On ne peut pas aujourd'hui faire 200, 300 km pour avoir son salaire. Donc l'idéal, c'est que j'enseigne, la fin du mois, je suis payé, j'ai fait une course de 1 km ou 300 mètres pour toucher mon salaire et retourner chez moi à la maison, voir comment je peux faire avec cet argent. Mais aujourd'hui, le pays est ce qu'il est. Nous sommes un pays en crise. Il y a une situation sécuritaire, on n'a pas d'infrastructure, il y a beaucoup de choses qui nous manquent pour arriver à satisfaire les enseignants dans ces coins qui sont un peu d'accès difficile. Donc le problème n'est pas seulement les banques payeuses. Le problème, c'est aussi l'état du pays. Parce que les banques payeuses, ils veulent bien, même si on est représenté, on a une représentativité partout. Au niveau national. Au niveau national, d'accord. Mais comment faire parvenir? L'état du pays n'empêche pas de trouver une solution. Comment faire parvenir? Visiblement, Guichou, vous ne partagez pas cet avis. Voilà pourquoi il y a des propositions données autour de cette Voilà table pourquoi on a des propositions du genre, on revient avec les comptables, hein, on donne l'argent aux comptables ou on passe par l'église. Il y a plusieurs pistes de solutions comme ça. Mais jusque-là, on trouve toujours que ça n'arrive pas à satisfaire. Ça n'arrive pas à satisfaire. Mais il faut continuer à réfléchir sur des solutions palliatives qui peuvent aider à cette situation. Mais le vrai problème, c'est la situation que vit notre État. La banque peut être représentée partout, dans chaque territoire, mais comment faire parvenir l'argent? Comment faire parvenir l'argent? Il y a un aspect important, excusez-moi de réagir. Les banques ne s'installent pas n'importe comment. Ouais. Elles sont banques, elles doivent générer également des recettes. S'il faut parler en gros des différentes conditions pour qu'une banque vienne s'installer, à la volée. Mais écoutez, vous n'allez pas demander à une banque de s'installer simplement pour assurer la paix et c'est tout. Parce que vous êtes dans des villages où les gens n'ont aucune notion
civisme fiscal ou, je sais pas moi, de notions liées à l'épargne, notamment dans des banques. Les gens au village, déjà, ils touchent ce qu'ils touchent. Ils préfèrent garder sous le lit. Ou, je sais pas moi, à peine touché, à peine c'est dilapidé. La culture de l'épargne dans les banques pose déjà problème. Non, mais les banques doivent faire des recettes, doivent générer des recettes, ils doivent trouver un gain, ils doivent trouver un bénéfice. Lorsque vous demandez à une banque d'attendre chaque 30 du mois, pour payer uniquement. Entre-temps, le 29 jours, le 26, le 27 jours, le 17 jours, elle fait quoi? Elle se croise le bras. Eh bien, il y a un fonctionnement. Les banques, il y a un personnel. Donc, je pense que l'idée de pouvoir, on le dit ici, mais il faut aller plus loin, de pouvoir multiplier les banques dans chaque coin et recoin de la capitale, plutôt de la République, serait, à mon humble avis, un peu plus compliqué. C'est une opération très difficile. Alors, Jean-Luc Mushimpako. Je suggère, pour finir, plutôt que qu'on arrive à analyser la proposition de Méliès Ndelo. Ce n'est pas une mauvaise, mais seulement on peut s'organiser pour enlever les effets induits de ce retour de la paye auprès de comptable public de l'État. Les effets induits, c'est notamment la retenue qu'il y avait sur les salaires. On a vu même certains prêtres qui s'organisaient pour prendre ou défalquer sur le salaire de l'enseignant la dîme et le reste. Non. Ça, on va devoir vérifier cela. Avant ces banques, on procède comme ça. Mais il faut peut-être savoir des instructions qui contournent ce problème ou résout ce problème. Très bien. Alors, Jean-Luc Mushimpako, Méliès Ndelo a parlé de mobile banking, le mobile money, comme solution palliative pour pouvoir permettre à cet enseignant qui se trouve, je ne sais pas moi, à 200 km du chef-lieu, de pouvoir avoir accès à son salaire. Mais parlons maintenant de la couverture réseau des opérateurs de téléphonie mobile. Est-ce que vous pensez que cette solution peut nous apporter, peut nous donner quand même de l'air, on peut respirer par rapport à cette difficulté que nous avons sur la table aujourd'hui? Si nous pouvons prendre la question de manière un peu plus globale, nous pouvons passer de la couverture réseau aux autres mécanismes de paye. Notamment, nous commençons par tout ce que tout le monde a relevé, c'est le banque payeuse. Les banques payeuses, ce sont des banques commerciales. Ce sont des investissements, des personnes qui mettent leurs capitaux pour générer des recettes qui sont des bénéfices. Le problème, ce n'est pas celui de ces banques-là. Mais le problème, c'est l'État congolais. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a pris le risque de signer des contrats avec des banques dont certaines n'essaient que pour payer les fonctionnaires. Qui n'ont que pour vocation la paye des fonctionnaires. Oui. Parce que là, je vais un peu contredire, pour contredire M. Chungu, qui dit qu'on ne peut pas faire attendre la banque juste à la paye. Mais il y a des banques que nous tous nous connaissons qui sont nées à l'occasion de la bancarisation de la paye des fonctionnaires publics. Ça, des banques commerciales. Oui, mais elles ne font pas tout ça. Elles ne font pas mais elles tout ça. essayent de trouver de l'épargne. Mais déjà parallèle. une banque, attendez, une banque, quand elle a une clientèle de 500 000 personnes qui épargnent ne fût-ce que $10 chaque jour, chaque mois, chaque fin du mois. Regardez la masse qu'elles ont. Mais quand on lui donne 500 000 enseignants qui épargnent chaque mois au-delà de $250, qui mettent dans ses comptes, donc ils ont de quoi vivre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ces banques-là, notre gouvernement leur a donné le marché, sans pouvoir leur garantir l'infrastructure nécessaire. Parce que le gouvernement a demandé à ce que les banques soient implantées. Comme dans tous les pays sérieux du monde, l'État congolais ou l'État de la République assure les infrastructures et appelle les opérateurs économiques et les autres investisseurs de venir poser sur le matelas leurs investissements pour que ceux-ci ne puissent pas être mal accueillis ou mal gérés. Alors le mobile money, est-ce que ça peut marcher? Banking ou encore au mobile money. Nous avons là les deux secteurs. Mais moi, je pense plutôt que parce que même si nous mettons les mobiles, parce qu'aujourd'hui, dans tous nos coins et recoins, tout le monde a au moins une SIM téléphonique. Et presque tous les réseaux de téléphone, nous en avons 4 au pays, et tous les réseaux ont les mobile money. Et quand vous envoyez de l'argent, il suffit juste d'avoir un flux. Nous sommes à 10, nous avons les mêmes grands-parents dans un même village, nous envoyons chacun 500 000 francs. Là-bas, ils ont des problèmes de retrait. Ouais.
Ça, c'est une réelle situation. Un autre Mais défi, moi, le je retrait. pense, oui, le problème de liquidité, parce que l'argent ne circule pas là-bas autant que dans les centres. Il faut bien que l'argent arrive là-bas, que l'activité commerciale vive, que les ventes et les achats circulent pour qu'on ait l'argent en circulation. Mais je vous rappelle ici dans ce pays, parce que les gens ne veulent pas que je cite mon coin, mais je connais toute la République pratiquement pour y avoir travaillé en tant que journaliste. Il y a des coins du pays où vous avez le marché pour vendre et pour acheter une fois la semaine. On dit chaque jeudi, il y a marché dans ce coin-là. Pour acheter quelque chose, vous attendez jeudi. Si vous ratez ce jeudi, vous attendrez le jeudi prochain. Et là-bas, vous aurez la circulation de la masse monétaire ou pour faire les transactions, même si celui qui a le mobile banking veut bien retirer son argent. Mais moi, je pense plutôt que notre pays n'est pas aussi dépourvu des moyens de véhiculer l'argent vers les enseignants ou le personnel. D'abord, la première des choses, j'aimerais bien que le système bancaire de chez nous puisse saigner les fonctionnaires de l'État, du système public en général, ce qu'on appelle les fonctionnaires de l'État, des enseignants qui ont, eux, un système de fonctionnement qui est différent. Déjà, c'est bien fait, parce que leur système et leur régime particulier a fait qu'ils aient un système de paye aussi particulier, ce qui est déjà bon. Mais maintenant, les mettre dans le même circuit de paye, parce que eux dépendent de notre connaissance à nous tous. Parce qu'un enseignant, quand il a quitté 3 jours pour aller toucher, un enfant crée de l'écart et le programme scolaire sera dérangé. Le programme scolaire en est dérangé. C'est différent de nous, autres agents qui sommes dans les bureaux. Quand je vais toucher, un agent reste me remplacer, je pars, on peut faire des rotations. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Mais je vais donner 2 propositions. Une proposition en 2. Nous avons 2 structures les plus implantées de la République en termes de système bancaire ou système de distribution des biens. Nous avons premièrement ce qui est considéré comme une banque nationale, la CADECO. CADECO. C'est une structure publique qui, au défi de toutes ces banques, est implantée dans presque toutes les provinces. D'abord au chef-lieu et dans tous les chefs-lieux des districts, avec la possibilité de s'étendre jusque dans les coins et recoins. Il suffit d'avoir des gens avec des motos ou des jeeps, ils vont aller jusque les coins et recoins et payer les enseignants. Ça, ce sont des structures publiques qui ont souffert de quoi? Ils ont souffert du fait de la difficulté de faire des rétrocessions sur ce qu'ils peuvent avoir pour payer. Parce que CADECO n'a pas été aligné pour la paye des fonctionnaires comme les autres. Je connais même les structures ici, je crois l'ONATRA qui était payé à la CADECO. Quelques temps après, ils ont été délocalisés pour une banque. Parce qu'ils n'ont pas une banque commerciale. Ils ne rendent peut-être pas ces qu'on leur demande. La rétrocommission. Oui. La deuxième solution. La deuxième solution, c'est la Société congolaise des postes et télécommunications. Ça, c'est une des structures où vous allez dans tous les territoires, tous les coins et recoins, vous avez des postes. Nous qui étions au village, nous avions papa avait un box poste. Nous, on vous envoie avec la clé, vous ouvrez, vous prenez les correspondants. On va dire qu'il a parlé encore des populaires. Je suis un vrai Congolais. Parce qu'ici, il y a aussi les débats des Congolais. Les Congolais, des pères et des mères et des sangs et des villages. Je suis allé à la poste. Le sourire de Ménès Lelo. Ouvrir, récupérer la correspondance qui vient de loin dans le poste au niveau de nos villages. Relayer CADECO et confier à la Poste aujourd'hui on confie la à la paye Poste, des enseignants. parce que la Poste peut faire parvenir un courrier. Donc si dans ce courrier il y a de l'argent, ça peut arriver. Alors, Ménès Ndelo, vous êtes syndicaliste, je dois le dire. Parlons de la maîtrise des effectifs dans l'arrière-pays. Est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous pouvez affirmer aujourd'hui que les listings que nous voyons, que ce soit sur le site internet de la DINACOPE, est-ce que on peut dire aujourd'hui que ces enseignants restent? Parce que quelqu'un nous a ramené un témoignage, disons qu'on a continué à payer un enseignant qui est décédé il y a 10 ans passés. Parce que Migo a parlé des problèmes d'infrastructure. Parce que s'il faut attendre que les véhicules, les motos arrivent à 500, 600 km, dans des endroits où on n'a peut-être pas accès à la téléphonie mobile, ça aussi c'est un autre problème. Parlons de la maîtrise des effectifs dans l'arrière-pays. Est-ce que vous avez des échos? Merci beaucoup pour la question. Permettez-moi un peu d'appuyer ce que... pour une fois, vous l'appuyez aujourd'hui. En fait, la CADECO est la banque de l'État. On devrait réfléchir en termes d'intrapreneuriat. L'État et l'État. En principe, l'État devrait appuyer la CADECO pour que la CADECO quitte le niveau même de chef-lieu, arrive au niveau des secteurs, même des villages. Et c'est possible. Si on applique la politique intrapreneuriale, là c'est possible. Alors, j'ai revu maintenant, par rapport à ce qui concerne la maîtrise
des effectifs dans l'arrière-pays. Donc la pureté du fichier pays. Nous avons un souci. Je vous ai dit lors de ma première prise de parole qu'il y a un problème de recrutement. Aujourd'hui, dans des écoles, vous verrez, il y a un enseignant qui preste et un enseignant qui touche. Celui qui touche, peut-être l'âge, il n'a plus les facultés physiques. Il doit aller à la retraite. Oui. Il doit toucher, une personne touche, mais un autre est en train d'enseigner. C'est une politique qu'on doit mettre terme à cela. Ça crée des problèmes. Je dois aller plus loin, c'est concernant le travail de la dynacopée. La dynacopée, en principe, devrait, là c'est aussi un plaidoyer, mettre à la disposition des antennes des moyens nécessaires pour qu'il y ait de véritables contrôles, parce que nous avons assez de fraudeurs. Ici, je dois soulever même la question des enseignants désactivés. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont porteurs de fausses commissions d'affectation aujourd'hui. Et c'est ici que je demande aussi à Madame la ministre d'État, à mon humble avis, dans ces 100 jours, elle devrait demander au secrétaire général AI de lui sortir les actes d'affectation. Dans les provinces, ce sont les PROSEC, les IPP, les PROVED qui engagent des gens sans pourtant tenir compte de la caisse de l'État. Est-ce que ces postes-là sont budgétairement prévus? Vous voyez là, parce qu'on peut, jusqu'à ce jour, on parle encore du phénomène NP. Comment on peut avoir des NP maintenant? Comment on peut avoir des NU maintenant là? Madame la ministre d'État, nous vous disons ceci. Prenez un acte. Tout celui qui n'a pas été engagé, recruté, conformément à la loi numéro 16 base au 13, vous avez le pouvoir, en vertu de l'article 9, automatiquement abroger les arrêtés. Si vous ne voulez pas abroger les arrêtés, prenez juste une lettre pour annuler la notification de ces arrêtés-là. Arrêté, notification numéro au numéro. On annule ça. Il y a encore un autre problème, cher frère Joe Ilunga. On parle aujourd'hui, on est en train de débattre, hein, ce sont des idées, des réflexions que vous pouvez aussi payer, parce qu'on fait fonction de consultant ici. Vous demandez une consultance? Non, s'il vous plaît. De manière directe. Et maintenant, nous avons proposé ici Mobaïma, nous avons proposé Comptable Public, nous avons proposé la question de notre Banque nationale, Cadeco. Et maintenant, il y a encore une autre question, des zones salariales. Aujourd'hui, Kinshasa souffre. Parce qu'on sait que l'enseignant de Kinshasa est mieux payé par rapport à l'enseignant du village de Jean-Luc. Vous voyez, vous revenez encore sur le village de Jean-Luc. Et finalement, vous allez évoquer papa qui est un enseignant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans toutes nos revendications en tant que syndicalistes, dans notre rôle normatif, bien évidemment, nous avions toujours demandé à l'État congolais d'essayer de revoir la question de la zone salariale. On doit suspendre cette histoire-là. Parce que, maintenant, là, je vous informe. Suspendre, c'est-à-dire Suspendre ou équilibrer ou... Non. La suspension de la zone, ça veut dire quoi? Que les enseignants qui sont en province soient moins payés par rapport aux enseignants qui sont ici à la capitale. Donc, on doit effectivement mettre fin à ces systèmes-là. Non, mais c'est lié, je pense que... Il y a une réplique. C'est lié également à la réalité. Vous n'allez pas demander à celui qui est ici à Kinshasa, qui se retrouve avec la vie chère. On doit dire qu'en province, surtout dans certains villages, la vie est quand même moins chère. Donc les réalités, je pense, sont un facteur très important qui influe sur les discours. On parle de réalité. C'est aussi une réalité, une vérité. Parce que moi, je peux me retrouver au village de Jean-Luc, pour ne pas le citer, acheter un sac de fou, ça ne me fait pas 200 000 francs congolais. Contrairement à Ici Kinshasa. à Kinshasa, un sac, ça coûte plus cher. Non, s'il vous plaît. Donc vous ne pouvez pas mettre sur une balance les réalités du village à celle de la capitale. En termes de préparation du salaire, hein, là je suis maintenant dans les domaines. Qu'est-ce qui compose un salaire? Voilà, lorsqu'on prépare le salaire, dans les secteurs privés, c'est différent par rapport au secteur public, attention. Dans les secteurs privés, on prend en compte les aspects relatifs, bien évidemment, à la société, à l'environnement. Tu as combien d'enfants, nombre d'enfants, le trajet, tu es père de famille. Vous remarquez même que le célibataire et les mariés dans les entités privées ne sont pas payés de la même façon. Vous voyez? Tandis que chez nous, dans les secteurs privés, on prend en compte public. Dans le secteur public, on prend en compte la prestation. Un enseignant qui sert du lundi au samedi, au Sankourou, est le même par rapport à un enseignant qui sert à Kinshasa.
Ils font le même travail. Et cela étant... Mais le coût de la vie n'est pas le même. Ces aspects-là, c'est ce qui effectivement crée assez de problèmes. Voilà pourquoi les gens disent que voilà, comme à Kinshasa. Mais les enseignants de province... Il y a aussi la prime de brousse. Voilà. Il y a la prime de Ils me brousse. tirent le verre du nez. Là, ce sont les primes. Moi, je suis en train de parler des salaires. oui, ça Non, mais c'est pour complète le appuyer salaire. justement ce Nous n'avons salaire. pas- Nous, ici à Kinshasa, nous ne bénéficions pas de la prime de bourse. Mais c'est une faveur pour les enseignants en province. Lorsque vous parlez de la prime de brousse, Justement, est-ce que c'est ça... pour répondre à une difficulté. S'il vous plaît, si vous prenez la prime de brousse plus le salaire de celui qui est en province et la personne qui est ici qui a sa prime de gratuité plus le salaire, ça ne fera pas la même chose. Non, mais on a expliqué pourquoi ça ne fait vrai, pas la c'est même chose. Permettez-moi, Moi, j'aimerais... Non, non, j'aimerais... À cause des frustrations de cette situation. C'est que nous craignons, s'il vous plaît, pour terminer, c'est que nous craignons. Il ne pourra jamais avoir un équilibre. Je les sécurise. Il ne Je pourra les sécurise. jamais avoir... et je le dis. Mais laisse-le va chuter, vous aurez la peut pas parole. avoir Mais cet laissez-le, équilibre. allez-y. Je termine pour vous dire ceci. Maintenant, là, le nombre des enseignants affectés à Kinshasa, les affectations, c'est exagéré, ça déborde. Donc Les vous avez enseignants l'impression sont une que les enseignants préfèrent la ville Parce plutôt que que ceux de l'arrière-pays. province ne Permettez-moi pas ça. d'ajouter un petit rien, Très bien. de soutenir ce que Méliès a dit, mais aussi de contredire un peu. Parce que Méliès dit que dans les provinces à l'intérieur du pays, les IPP et les autres engagent. Il y a des gens qui travaillent et qui ne travaillent pas. Le problème, c'est plutôt sur le fonctionnement de notre système de prise en charge de l'enseignant. Nous sommes dans une zone reculée du pays où les enseignants, tous les postes qui sont à l'intérieur du pays dans les écoles, Dinakopé paye les postes et ne paye pas les personnes. Très bien. Alors, vous vous retrouvez dans une école où un enseignant est décédé. Entre le temps où l'enseignant est décédé et le jour où on les déclare déserteurs, Ça c'est vous 3 prend mois peut-être. 3 On mois. les déclare désaffectés du système, c'est 3 mois. Et pendant 3 mois, vous savez, c'est 2 périodes d'année scolaire qui se passent. Et alors, quand il décède, le système dit quoi? La même loi que lui, il dit, qui engage à ce moment-là? Le directeur de l'école, qui est le gestionnaire de l'établissement, constate la vacance. Et il peut d'abord utiliser les Il fait enseignants constater surnuméraires les absences. ou encore il constate le nombre d'absences. Déjà, quand le cas c'est un cas de décès, il n'attendra pas qu'il On n'a pas reprenne. besoin d'attendre le nombre d'absences Oui, parce que il peu importe peut, le temps, oui, la personne ne sera il plus peut là. Recruter un enseignant, il le met là. Le poste est occupé et le monsieur enseigne. Maintenant, entre le temps que lui, il a commencé à enseigner et le temps où il sera pris en charge, c'est aussi 3 mois. Très bien. Alors, c'est quand l'argent vient par les voies que vous appelez généralement Maboko Bank, que le directeur, quand il le reçoit, il sait que c'est elle qui enseigne et c'est elle qu'on doit payer. Vous êtes déjà mort, il prend cet argent à la main, il met le nom de l'autre, il lui paye. Il vit avec, il continue à enseigner les enfants sont pris en charge. L'autre est... Visiblement, Méliès ne partage pas cet avis, mais on va donner la parole à Guichou. Guichou a une réaction. Guichou a une réaction. Vous avez plus de 2 secondes. Guichou a une Moi, réaction. j'aimerais que l'on arrive à mieux répartir, circonscrire le débat. Ici, on a parlé de la prise en charge des enseignants. Mais il y a un problème qui se pose. Lorsqu'on regarde la manière dont le gouvernement congolais s'essouffle pour prendre en charge les enseignants. Notamment avec il est les banques tout à payeuses. fait- Non, même pas ça. Je parle de ce qu'il faut pour une enveloppe dédiée à un enseignant. Je pense il faudrait revoir à la hausse. Mais seulement lorsque l'on met ensemble l'effectif des enseignants, et ça paraît comme une mission impossible pour le gouvernement. On est dans une sorte de sureffectif qui ne permet pas au gouvernement de s'assumer en tant que l'État afin de prendre en charge ces derniers. J'ai fini. On le laisse finir. Notez quelque part. Notez quelque part. Je le dis pourquoi. Notez quelque part votre réaction. Vous allez réagir. Pourquoi? Il a été demandé par les syndicalistes de revoir à la hausse le salaire des enseignants. C'est-à-dire, je crois, ils ont fait une démarche, une négociation, $500. Par enseignant. Le gouvernement a fait ses calculs, $500 multipliés par le nombre d'enseignants. On se retrouvait au-delà du 1/3 du budget national. Oh là là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut mettre l'enseignant à l'aise en respectant ce que lui demande en termes de prise en charge, c'est un problème. Et donc, il faut, je pense, à mon humble avis, revoir les effectifs, comme Méliès l'a dit. Mais en faisant quoi? Nous devons rationaliser les effectifs du bureau. Amigo Sakasaka ne partage pas cet avis, visiblement. L'effectif, je ne pense pas que l'effectif pose problème.
L'effectif ne pose pas de problème. Maintenant, des pistes de solutions sur la prise en charge. C'est là où on doit suffisamment réfléchir. Comment financer l'éducation? C'est le ministère de l'Éducation nationale. On peut avoir des réflexions là-dessus et trouver des pistes de solutions. Vous savez, par exemple, si on met des taxes sur certains produits, les carburants, ou on trouve d'autres produits, où on met une taxe, prélever une taxe là-dessus pour financer l'éducation. Financer sans rationaliser, ça n'a pas de sens. Je crois que... Il faut rationaliser avant tout. Il n'y aura pas ces problèmes qu'on a aujourd'hui des paiements ou des NP ou des NI. On atteindra 500 $. Oui, on peut atteindre 500 $. Avec quel effectif, cher ami? Même le On même ne peut pas effectif qu'on a financer sans aujourd'hui rationaliser. de plus de 600. Si aujourd'hui on se décide de prélever une taxe, par exemple sur les carburants, il y a plusieurs produits, hein, sur les carburants. Mike Gardi Diana, qu'on a reçu récemment, a fait la même proposition aussi. On peut avoir... Jean-Luc Mouchimpako, en 30 secondes, une réplique, parce que visiblement, vous n'avez pas partagé également plusieurs points. En très peu de temps, je vais vous dire ceci. La première des choses que nous avons comme problème ici dans le système de l'éducation, ce n'est pas un problème de sureffectif d'enseignants. C'est un problème de sureffectif du personnel au niveau. Mais quand on dit enseignant, ça fait Écoutez-moi bien, assis, restons sur les concepts bruts. Ah, mais ça fait Je debout suis et dans assis. les concepts bruts. Bah, bah oui. Nous tous, nous sommes intellectuels, nous avons les concepts bruts. Nous avons dans le système ce que nous appelons les enseignants assis et les enseignants debout. Mais justement. Vous direz dans aucune école, dans la République ici, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, où vous avez un sureffectif. Où il y a 6 classes, il y a 6 enseignants, plus un surnuméraire, plus un directeur. D'ailleurs, les agents de nettoyage, il y en a un seul ou deux. Donc, il n'y a Allez pas dans ce toutes les écoles, problème il n'y a pas de ce problème. sureffectif dans les écoles. Le problème est à quel niveau? Au niveau des bureaux gestionnaires des services centraux. Là-bas, nous en avons les sureffectifs. Et moi, j'ai une proposition pour notre État, pour finir cet sureffectif. Nous sommes à la RT Éduc. Plutôt que d'avoir 40 personnes pour la rédaction, 5 ça et là, nous avons 100 personnes. Et la chose tourne, nous en avons 500. On vient ici avec une c'est vrai. Non, il a dit que ce n'était qu'un exemple. Il était en train de faire de propositions. Ce n'est qu'un exemple. Je les sécurise. Ne laissez pas passer. Non, on n'a pas cet effectif. La vérité... Vous avez en face de vous Je vais remettre la balle à terre. Je vais remettre la balle à terre. Je vais recadrer. Chers téléspectateurs, la radio-télévision... Je ne veux pas citer, je cite ma maison. Très bien. Je sais que j'ai... Mais avec... Non, je vais recadrer. Je vous remets la parole. Je vous remets la parole. La radio-télévision thématique de l'éducation, mesdames et messieurs, n'a pas 500 agents. Très bien, on continue. Moi encore 300. Très bien, on continue. J'ai pris un exemple pour donner ce qu'il faut. Si vous avez besoin que de 100 personnes pour faire le travail, nous n'avons qu'à mettre en place de quelques équipes d'audit. Vous venez ici, vous auditez, vous prenez les dossiers académiques et des formations supplémentaires de tous les agents. Vous prenez les agents dont les connaissances sont dédiées, c'est-à-dire les connaissances sont adaptées aux tâches confiées à une direction. Vous en trouvez 50, les autres... dans un paquet, ils trouvent le lendemain leur nom alternativement, soit à la police, soit à l'armée, soit au service national. Très bien. Parce que votre place n'est pas à l'éducation. Choisissez entre l'armée, la police et le service national. J'ai parlé de la rationalisation. J'ai parlé de la rationalisation tout à l'heure. Ça a été évoqué. Malheureusement, Amigo Sakasaka n'a pas partagé cet avis. Monsieur Mouchimpako est en train de nous présenter un tableau qui se marie, qui corrobore avec ce que j'ai dit. Quand j'ai parlé de la rationalisation des bureaux gestionnaires, c'est justement pour avoir de quoi prendre en charge les enseignants debout. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin, nous allons faire la ronde. Vous aurez votre temps de parole. Vous aurez votre temps. On va faire la ronde. En 1 minute chacun, 4 minutes nous restant, que chacun prépare son discours en 1 minute. Jean-Luc Mouchimpako, puisque vous avez la parole, vous allez utiliser votre temps de parole. Le dernier tour sera fait en 1 minute. Malheureusement, le discours est fait pour les politiciens. Nous allons essayer de donner le minimum de ce que nous avons ici. Très bien. Je disais ceci, nous envoyons les trop-pleins de chaque service. Parce que dans les écoles, il n'y a pas les trop-pleins. Nous connaissons comment les écoles sont gérées, comment les gens sont là-bas payés. Mais nous utilisons les trop-pleins de tous les services. Ça peut être même faisable sur tous les services publics, à la fonction publique comme dans tous les autres services. Les trop-pleins, vous mettez sur une liste, vous gardez votre salaire, mais vous choisissez alternativement entre la police, l'armée ou le service national. Si dans 1 mois, on ne vous retrouve pas quelque part, vous perdez le salaire. Très bien. Ça, c'est la première des choses. Et la dernière? Déjà,
Avec ça, vous aurez suffisamment de gens. Vous ne lancerez plus un appel de recrutement dans l'armée, ni dans la police, ni au service national. Mais vous aurez des gens pour faire suffisamment de champs pour prendre en charge les enseignants. Deuxièmement, la prise en charge de l'éducation. C'est prévu par notre code minier. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé un service qu'on appelle Fonds minier pour les générations futures. Et les générations futures, ce sont les enfants que nous avons aujourd'hui. Nous avons connu un problème dans ce pays où l'enseignement ou l'éducation a été qualifié comme la roue des réserves de voitures. Aujourd'hui, nous avons le temps de la placer au devant même. Nous savons que c'est le moteur de notre voiture et prendre l'argent qui est déversé par les miniers dans les fonds des générations futures, au lieu que de laisser les gens s'empiffrer et construire les immeubles à Kinshasa, mettre ça dans l'éducation parce que c'est le seul investissement qui vaille pour un pays. Très bien. Méliès Ndelo, votre temps de parole. Vous avez 1 minute pour nous dire ce que vous avez dans le ventre concernant cette thématique qui ne terminera jamais. Sans mettre de garde déjà, je dois rectifier. C'est par rapport à ce que M. Chung venait de dire tantôt. Si vous faites 700 000 fois $500 dans 1 million 400 quelques mille francs congolais, en dollars, ça va donner un chiffre de 350 millions de dollars qui n'est pas les 1/3 du budget. Là, c'était déjà faux. Donc, c'est possible qu'un enseignant... C'est par mois. Bien mensuel. Si vous le multipliez, le budget, le budget, Ça, c'est un mois. vous le multipliez par 12. Il ne faudrait pas contredire pour le plaisir. Allez-y. S'il vous plaît. Il est dans son temps de parole. S'il vous Vous plaît. aurez plus d'1/3 de notre budget. Lorsque je regarde le miroir des détournements, je me dis que notre pays a beaucoup d'argent. C'est juste question de Ah, la le discours a changé. S'il vous plaît. Donc, l'enveloppe mensuelle s'élève autour de 350 millions de dollars. Le mois. J'ai bien dit Si on le multiplie par 10, ça nous fait dans le 3 milliards. 4 milliards 200 millions. 4 milliards 200, qui est le 1/3 effectivement de notre budget qui va entrer au Notre budget est à peu près 16 milliards. 16 milliards. c'est 16 milliards. Oui. Donc, ce n'est pas les 1/3. 4 Oh là là. milliards 200 millions. On avance. Avançons. Je n'entre pas dans ces Avançons genres dans de- les propositions et les conclusions. Alors, je réitère ici que c'est possible qu'un enseignant puisse toucher à la fin du mois 1 400 000. Dans ces pays, le Congo, c'est possible. Par quel mécanisme? Oui. Par quel mécanisme? J'ai dit que c'est possible. Par quel mécanisme? C'est possible. Parce que si on doit effectivement, là vous me poussez à ouvrir la brèche de l'IGF et des autres dossiers. Sans problème. 30 secondes, c'est on conclut. Deuxièmement, pour... Non, mais donnez la piste. Comment? Il ne faudrait pas que ça On me donne ressemble 30 secondes. à un coup de On baguette arrive à la magique. fin. On est arrivé à la fin, malheureusement. Alors, dans mes 30 secondes, je dois demander à Madame la ministre d'État, s'il vous plaît, Madame la ministre, nous savons que vous avez des gens aussi à faire engager. Donc, ce n'est que normal. Vous savez qu'elle a des gens à faire engager. Oui. Ah bon? Ce n'est que Moi, je ne normal. savais pas. Alors, en lieu et place d'ajouter syndicalistes. le nombre d'agents, il serait mieux de vérifier dans toutes les directions qu'il y ait maintenant un contrôle intempestif afin de déclarer tous ceux qui ne viennent pas au travail. Parce qu'on prime, la prime, dans la notion de la prime, on accorde celle-ci à un agent qui est actif au travail. Vous voyez, donc elle aura assez de marge. Un absentéiste n'a Bien pas droit sûr, au elle prix. aura assez de marge. Et pour terminer, je demanderai encore à l'autorité de notre ministère, bien évidemment, qu'elle puisse vérifier, en collaboration avec messieurs le secrétaire, j'insiste ici, il y a des gens qui ont été recrutés directement au grade de commandement. C'est en violation de l'article 7 de la loi de 16/013. Donc, Madame la ministre doit prendre un arrêté pour abroger tous ces arrêtés où nous voyons un monsieur sortir de chez lui être recruté ici au grade de directeur, surtout à la Dinakopé. Il y a beaucoup de gens qui ont été recrutés comme SAS, Merci comme beaucoup. PAS et comme chef Il a de division. épuisé son Ce temps qui de parole. est inacceptable. Très bien. Amigo Sakasaka, votre 1 minute, votre temps de parole. Le dernier tour. Je crois qu'on parlait des pistes de solutions. On est vraiment dans les pistes de solutions. Il y a plusieurs pistes. Je ne veux pas revenir. On a parlé de la CADECO. On soutient que l'État doit financer la CADECO, doit mettre suffisamment de moyens parce que ce n'est pas aussi intéressant que les enseignants soient payés dans des banques privées, commerciales. La CADECO pourrait faire l'affaire. On a parlé du financement. Là, vous faites la du récapitulation. ministère On est dans les pistes de Non, je suis solutions. en train Il est dans son 1 d'appuyer. minute. Parce que je ne veux pas revenir. Jean-Luc a parlé des miniers. C'est des moyens mais de on peut trouver aussi, beaucoup de produits comme ça où on peut prélever des taxes pour justement financer l'éducation. Payer à un enseignant 1 500 000, ce n'est pas la mer à boire. On peut le faire. Si on y met à de condition- la volonté et on trouve D'arrêter les on détourneurs. réfléchit suffisamment.
Et aussi, il y a cette histoire des recrutements. On doit vraiment recruter Annuler les arrêtés. les personnels dont le ministère a besoin pour faire le travail. Guy Chungu, on va conclure avec vous. Ouais, j'aimerais ici, en tout cas, je ne sais pas si j'en ai le droit, féliciter et même soutenir ce qui a été dit par deux collaborateurs, mais je préfère pas leur donner la grosse tête. Je ne citerai pas le nom. Je félicite quand même. Ils vont se reconnaître dans mes propos. J'aimerais dire que l'idéal pour moi, c'est de rationaliser. Nous avons besoin, tout ce qui a été dit ici, c'est pour trouver une gibecière, afin de trouver, de donner le moyen ou d'assurer la prise en charge des enseignants. Et la clé passe-partout, c'est avant tout la rationalisation des effectifs. Quand moi je parle des enseignants, je vois les enseignants debout et assis. Qui sont ceux qui ont besoin en ce moment d'être pris en charge ou de voir leurs conditions être revues à la hausse? On va se permettre de dire les enseignants créés à la main. C'est vrai que les enseignants debout aussi ont une revendication liée à cette réalité, mais on doit quand même reconnaître que les enseignants créés à la main font appel à cette urgence. Il faut que l'on revoie leur prise en charge. Comment faire? Il y a eu de propositions, taxes, propositions IGF. Moi, je pense que si on arrive avant tout, parce que la taxe de l'éducation, c'est procédural. Il faut faire intervenir. Ça prendra du temps. Ben oui, il faut faire intervenir. Il faut une loi, une proposition de loi. Il faut la voter. Encore que ces gens. Il est dans son temps de parole. Il est dans son temps de parole. Encore que ces gens qui sont censés voter les lois au profit des enseignants ne le font pas. Le budget affecté ou alloué à l'éducation, ça représente quoi dans ces pays? Ceux-là qui sont là-bas, vous allez entendre un budget. Quand on parle de nos institutions, sont budgétivores. Le fonctionnement de l'Assemblée nationale, ça vous, là, ça vous pointez du doigt quelqu'un. Vous ne pouvez pas accepter que ceux-là qui sont faiseurs de rois se retrouvent clochardisés en outrance. Le sort des enseignants. Ça ne s'explique pas. Donc s'il faut compter déjà sur ce genre de personnes, je n'ai rien contre les honorables députés, s'il faut compter sur eux pour faire évoluer la situation de l'enseignant, c'est une histoire à dormir debout. Pensons avec ce qu'il y a en main. Qu'est-ce qu'il y a en main? Il y a de l'argent pour faire fonctionner des bureaux gestionnaires. Il y a pléthore au sein des bureaux gestionnaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire les effectifs des bureaux et pomper au niveau des enseignants créés à la main qui en ont besoin. Aujourd'hui, si on se permet de sortir de la RT Éduc, je parle. Il veut dire quelque chose. Il veut dire quelque chose. Sortir de la RT Éduc 100 personnes. Ça fera 670 000 francs fois 100. Ah, ils sont payés à 670 ? Que l'on peut, je ne le savais pas. Ce n'est qu'un exemple. Ouais, c'est un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Que l'on peut affecter comme ça, si et là. Si on peut se permettre de voir d'autres directions provinces éducationnelles qui existent à Kinshasa. Comprenez un peu ma façon de voir les choses. Donc on peut capitaliser et rationaliser et mettre un accent particulier sur la prise en charge des enseignants. Très bien. Et comment faire? Ça a été dit ici dans la rationalisation. Comment faire? C'est notamment annuler les arrêtés. Annuler les Merci arrêtés. beaucoup. Abolir aussi les commissions paritaires. Très très bien. Ça commence à tirer à balles réelles. Merci en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Jean-Luc Mouchimpako. Merci Amélie Ndelo. Merci Amigo Sakasaka, Guy Chungu d'avoir été en tout cas des nôtres aujourd'hui pour sortir vos intelligences autour des sujets en tout cas cruciaux en ce qui concerne la vie de tous les jours des enseignants. J'espère qu'on se retrouvera prochainement autour d'un autre sujet. Entre-temps, continuez à regarder le programme de la radio-télévision thématique de l'éducation. Bye bye.